Lecture, un podcast de Thibaut Giraud et Nicolas Requeda. Les méchants donnent du goût au récit bien davantage que les gentils. Eh oui, la bonté manque de saveur, c'est un peu fade. Rien de tel qu'une bonne lampée de méchanceté pour relever la sauce et l'intérêt du lecteur. Mais comment écrire de savoureux méchants ? Une ficelle usée consiste à lui donner de bonnes raisons. Le méchant serait en fait un personnage complexe, torturé, qui veut le bien de l'humanité, mais s'est égaré en chemin, use de mauvais moyens, a sombré dans l'extrémisme. Tout ça à cause d'un traumatisme dans son passé, à découvrir dans un flashback aux couleurs désaturées. Benjamin de l'excellente chaîne Bolchegeek appelle ça le syndrome Magnéto, mais les Magnétos sont des méchants impurs, maladroits plus que mal intentionnés, pas si méchants au fond. Ils sont l'illustration parfaite de ce qu'on appelle en philosophie l'intellectualisme moral, c'est-à-dire la thèse selon laquelle nul n'est méchant volontairement. On ne fait jamais le mal qu'en voulant faire le bien, mais en s'y prenant mal. Je conçois que ça fasse des méchants plus intéressants parce que complexes, ambigus, mais parfois la simplicité et l'univocité ont du bon, et je dois dire que j'ai un goût particulier pour les vrais méchants, les purs, les sans excuses, ceux qui font le mal et le font bien, presque si bien qu'ils forcent l'admiration. Les méchants sublimes en somme, dont le modèle pourrait être le Iago d'Othello ou le Moriarty de Sherlock Holmes, qui font le mal en esthète. Mais il y en a encore bien d'autres, car je crois qu'il y a plus de variétés de méchants parfaits que de variétés de gentils parfaits, et c'est donc dans cette parfaite méchanceté que nous allons plonger aujourd'hui. Nicolas. Merci Thibaut pour cette intro formidable. En effet, il semblerait que, de même que les gens heureux n'ont pas d'histoire selon dicton, mais peut-être les gens gentils n'ont pas d'histoire. Ouais, elles sont un peu moins intéressantes. Elles sont un peu moins fun. Et aujourd'hui, je vais commencer avec un vrai méchant, qui est un certain Humbert Humbert de Lolita de Nabokov, qui est un vrai enfoiré. En fait, on a accès que à sa vision du monde complètement tordue, ce qui fait qu'on n'aura jamais accès à la réalité, si je puis dire, des autres personnages. Et c'est un esthète, mais qui a aussi une particularité, outre le fait d'être un enfoiré de première, c'est d'être un être absolument médiocre, par ailleurs, alors que lui-même croit qu'il est un génie du mal, extrêmement... et de la beauté et de l'art. Donc il se pense vraiment extrêmement... raffiné, intelligent, sournois et comploteur. Et en réalité, à chaque fois qu'il va essayer de faire quelque chose, ça va échouer. Finalement, je vais pas en dire trop, mais disons que les rares fois où il va réussir, ça va être contre sa volonté, contre ses plans, on va dire. Et cette médiocrité, parce que comme on voit le monde depuis son point de vue, on se rend compte quand même, en tant que lecteur de cette médiocrité. D'accord. C'est vraiment un âge à tous les égards. Il y a un moment, chapitre 12, je crois, il y a un journal de traque, où en gros, il explique comment est-ce qu'il traque Lolita. Donc en fait, le principe, c'est que c'est Humbert qui est un professeur de littérature et qui arrive dans une petite banlieue américaine, et il va arriver chez Madame Hayes, qui va être sa logeuse, et il va s'éprendre de la jeune Dolores Hayes qui a 13 ans, et il va développer une sorte d'obsession pour elle, et toute l'idée, il va dresser un plan machiavélique qui est l'extrait que je vais te lire, pour essayer de mettre la main sur Dolores Hayes. Et en fait, dans le chapitre qui suit, tout ce plan va être à chaque fois déjoué par Madame Hayes sans faire exprès. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lui est caché dans un buisson, il dit je suis un être machiavélique, je vais pouvoir goûter au spectacle interdit de la cheville de Dolores. Et à ce moment-là, il y a Madame Hayes qui arrive, qui fait Monsieur Humbert, j'ai fait des cookies. Et en fait, elle est là, elle est au-dessus de lui, et lui dans le buisson, il est là avec son appareil photo. Oh non, c'est impossible, j'ai encore été pris. Oui, ça donne une image assez pathétique. J'avais pas du tout cette image je connais pas du tout bien le roman. Ouais, alors non, en fait, c'est pas lui qui a son appareil photo, justement, c'est elle qui a un appareil photo et qui fait regardez, monsieur Humbert, dites bonjour. Et là, il lève les yeux, à ce moment-là, il se prend un flash dans la gueule, et donc il comprend pas ce qui lui arrive. Et après, il rentre chez lui, un peu un côté Bibi Pécoyote, tu vois. Il rentre malédiction, je reviendrai pour avoir sa bouche osselée et ses yeux, de jeunes enfants. Et en fait, il y a vraiment ce truc où vu qu'il a ce langage où il essaie d'esthétiser le monde pour rendre son action, qui est ignoble, à peu près acceptable. Il dit non, mais je suis pas un monstre, je suis un poète, etc. Il y a vraiment tout ce truc où il en fait trop, et derrière, le monde pour lui, on va dire, lui rappelle en fait à sa médiocrité et à sa nullité. Mais il y a un drame quand même dans le livre, c'est justement que il arrive à ses fins sans le vouloir, et donc le livre est à la fois un grand livre comique et en même temps un grand drame, et il arrive à tenir un peu les deux de façon brillante. Mais en tout cas, la première partie du livre, un peu comme comme la première partie à certains égards de Belle du Seigneur, si je puis dire, même si c'est d'autres histoires, mais qui sont aussi des histoires en fait de fous, quoi, en fait, en un sens, est vraiment une
première partie entièrement comique. Lecture. Messieurs du jury, il se peut qu'en certaines occasions, il a dû se faire qu'en certaines occasions, si je connais bien mon Humbert, j'ai envisagé avec détachement l'idée que je pourrais épouser une veuve d'âge mûr, Charlotte Hayes par exemple, n'ayant aucun parent dans ce vaste monde, décidément bien gris, à seule fin de pouvoir faire ce que je voulais avec son enfant, Lola, Lolita. Je suis même prêt à avouer à mes bourreaux qu'une fois ou deux, peut-être, j'avais jeté le regard froid du commissaire-priseur sur les lèvres de corail, les cheveux de bronze et le dangereux décolleté de Charlotte, et avait tenté vaguement de caser celle-ci dans quelques fantasmes possibles. J'avoue cela sous la torture. Torture imaginaire peut-être, mais d'autant plus horrible. J'aimerais pouvoir ouvrir une digression et vous en dire davantage sur les accès de pavor nocturnus qui hantaient hideusement mes nuits d'adolescent après qu'une certaine expression m'eût frappé au hasard de mes lectures, comme par exemple « peine forte et dure ». Quel génie de la souffrance a bien pu inventer ça? Ou encore des mots effrayants, mystérieux, insidieux comme traumatisme, événement traumatique ou tronçon. Mais mon récit n'est déjà que trop décousu comme cela. Au bout d'un moment, je détruisis la lettre et me rendis dans ma chambre où je ruminais, m'ébouriffais les cheveux, posais dans mon peignoir violet, gémis entre mes dents serrées et soudain, messieurs du jury, je sentis se dessiner, à travers le rictus qui tordait mes lèvres, un sourire dostoïevskien pareil à un soleil effroyable et lointain. Je me représentais, dans des conditions de visibilité nouvelles et parfaites, toutes les caresses fortuites que l'époux de sa mère pourrait prodiguer à sa Lolita. Je la presserais contre moi 3 fois par jour, tous les jours, tous mes maux seraient éliminés, je recouvrerais la santé. Te serrer doucement sur un genou affable et imprimer sur ta joue délicate un baiser paternel. Cultivé ce brave Humbert. Alors, avec d'infinies précautions, sur la pointe des pieds de l'imagination pour ainsi dire, j'essayais de me représenter Charlotte dans le rôle de l'épouse. Bon Dieu, je serais bien m'astreindre à lui apporter ce pamplemousse parcimonieusement coupé en deux, ce petit déjeuner sans sucre. Humbert, transpirant sous la lumière blanche et crue, invectivé et foulé aux pieds par des policiers tout couverts de sueur, et maintenant disposé à faire une nouvelle déposition. Quel mot! Tandis qu'il retourne sa conscience comme un gant et en arrache la doublure la plus intime. Loin de moi l'intention d'épouser la pauvre Charlotte à seule fin de l'éliminer, ensuite de quelque façon vulgaire, horrible, autant que dangereuse, de l'assassiner par exemple, en mettant 5 cachets de bichlorure de mercure dans son chéril prépendial, ou quelque chose de ce genre. Cependant, j'avoue qu'une pensée pharmacopéienne subtilement voisine carillonna bel et bien dans mon cerveau sonore et embrumé. Pourquoi me limiter à la prude caresse masquée que j'avais déjà expérimentée? D'autres visions de débauche s'offrirent à moi, avec des bercements et des sourires charmeurs. Je m'imaginais en train d'administrer un puissant soporifique à la mère et à la fille, en vue de pouvoir caresser ces dernières dans la nuit en toute impunité. La maison bourdonnait du ronflement de Charlotte, tandis que Lolita respirait à peine dans son sommeil aussi paisible qu'une enfant sur un tableau. « Maman, je te jure que Kenny ne m'a pas touché. Tu mens, Dolores Hayes, ou bien c'était un incube. » Non, je n'irai pas jusque-là. Ainsi complotait et rêvait Humbert le cube, et le rouge soleil du désir et de la décision, les deux choses qui créent un monde vivant, monta de plus en plus haut, tandis que sur une succession de balcons, une ribambelle de libertins tenant à la main un verre pétillant portait un toast aux nuits de félicité passées et à venir. Puis, métaphoriquement parlant, je brisais le verre et m'imaginais crânement, car déjà j'étais grisé par ces visions et sous-estimais la placidité de ma nature, comment finalement j'allais pouvoir, à grand renfort de chantage, non, le mot est trop fort, de cabotinage, contraindre la grosse Hayes à me laisser frayer avec la petite Hayes, en la menaçant gentiment de la quitter, elle, la vieille colombe énamourée, si elle tentait de m'empêcher de jouer avec ma belle-fille légitime. En un mot, devant une si mirifique proposition, devant des perspectives si vastes et si variées, j'étais aussi désemparé que l'eût été Adam, assistant à l'avant-première de l'histoire orientale à ses débuts, dans le mirage de son verger de pommier. Et maintenant, veuillez noter l'importante remarque suivante. L'artiste en moi vient de prendre le pas sur le gentleman. C'est au prix d'un prodigieux effort de volonté que, dans ce mémoire, je suis parvenu à accorder mon style au ton du journal que je tenais à l'époque où Mrs. Hayes ne constituait pour moi qu'un obstacle. Ce journal n'est plus, mais j'ai estimé que c'était mon devoir, en tant qu'artiste, d'en préserver les intonations si fausses et si brutales qu'elles puissent paraître à mes yeux maintenant. Par bonheur, mon récit a atteint un stade où je puis cesser d'insulter la pauvre Charlotte simplement par amour de la vraisemblance rétrospective. Lecture.
Effectivement, c'est un personnage très étrange. C'est écrit à la première personne, en fait. Tout est écrit à la première personne. Il parle très souvent de lui à la troisième personne aussi, par ailleurs. Oui, exactement. C'est son côté un peu esthète, où en gros, il se considère comme une espèce de fou génial qui a. Voilà, il parle de Humbert ou de HH. Et en fait, le principe, c'est que c'est censé être un journal retrouvé après sa mort. En fait, il a pas eu le temps d'être jugé, il est en prison et il est mort. Je crois qu'il s'est suicidé. Et donc, on retrouve ce texte-là. Il y a un prologue. Par son avocat, je crois, ou le procureur qui a retrouvé le journal. Non, le docteur John Ray, voilà. Donc un docteur, un psychiatre qui retrouve le journal, qui dit voilà, cet homme c'était décidément pas un gentleman, c'est un fou, mais bon, justement pour les besoins de la psychiatrie, c'est intéressant, voilà, de publier ce journal. Il parle dans cet extrait d'un autre journal et d'une lettre. En fait, il tient un journal lui-même par ailleurs, et ce journal va être un moment découvert par Charlotte Hayes, et donc voilà, j'en dis pas plus, mais ça va avoir plein de conséquences sur la suite. Et donc tu parlais tout à l'heure dans ton texte initial de la question de la justification, et en fait le narrateur et derrière Nabokov lui-même se moque particulièrement de la psychanalyse, beaucoup en faisant des fausses, en dressant des fausses pistes psychanalytiques dans le début de l'ouvrage, en disant que quand il était enfant, il est tombé amoureux d'une jeune fille, et que cette jeune fille est morte très vite, et donc lui, ça lui a laissé une blessure dans le cœur, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il se fout vraiment de notre gueule assez vite. Il s'invente un traumatisme pour se justifier, quoi. Exactement. Et il y a des moments dans le livre où il va voir des psychiatres juste pour se détendre. Et il essaie à chaque fois de trouver des histoires les plus tordues possibles pour pour pouvoir voir dans l'œil du psychiatre pétiller des idées en disant ah mais c'est génial, en fait il a envie de coucher avec sa mère, etc. C'est vrai qu'il a, on sent, enfin c'est très outré comme style, c'est très bizarre. Tout est écrit comme ça, du coup. Ouais, tout est écrit comme ça, et c'est pour ça que je te parlais de la traduction aussi, qui est celle de Maurice Couturier, et qui est vraiment, pour moi, la meilleure, parce qu'elle rend vraiment compte du style très particulier de Nabokov. Nabokov, il a participé à une traduction, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins vivante, et là, vraiment, on se rend compte de ce... D'ailleurs, ce qui fait qu'en français, enfin, de ce style très particulier, en français, le livre, il est assez gros, alors qu'en anglais, il fait un tiers de moins. Ce qui, apparemment, est assez habituel dans les traductions, parce que l'anglais est beaucoup plus, dense. Oui, c'est ça, voilà, sobre. Et mais en anglais, il y a vraiment ce truc, notamment ce jeu sur les sonorités et sur le rythme des phrases, etc., qui sont tout le temps coupées. T'as vu, coupé où il s'interrompt lui-même, il se dit ah mais c'est quand même, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu loin, et puis après il repart dans son délire. Effectivement, on a envie de le jouer comme tu le fais là. Comme un espèce de parodie de grand méchant qui caresserait son chat. Ouais, c'est un peu ridicule, effectivement. Après, le truc est horrible qu'il raconte derrière, mais c'est vrai que le personnage. Le plan est complètement horrible, mais ouais, je trouve que le résultat, la dimension morale apparaît moins, sauf un ou deux moments dans le livre où il se passe, concrètement il la viole, donc c'est des scènes qui sont horribles, mais déjà elles font en tout dans les 300 pages du livre, c'est 2 pages quoi, et c'est vraiment pas le cœur, j'ai l'impression, de ce que raconte le livre quoi, et c'est pour ça qu'il y a eu un gros malentendu, d'ailleurs la couverture vraiment ratée je trouve de Folio à ce sujet, où vraiment en fait ils reprennent le truc d'une Lolita, donc comme ça s'est construit on va dire après dans la culture, déjà dans la culture asiatique en fait, tel que c'est, asiatique, j'ai l'impression que c'est les Japonais je crois qui ont vraiment repris ce terme là pour désigner une sorte d'esthétique on va dire d'enfants qui une sorte de mode qui a eu un moment on va dire d'enfants à qui qu'on grimait comme des adultes, etc. Donc un vrai truc très tordu. Ouais, et qui a aussi existé un peu en France à un moment. On disait ah oui c'est une Lolita, des trucs comme ça, ou dans la chanson d'ailleurs d'Élysée. Alors qu'en fait vraiment ça c'est dû à la campagne. Alors en fait au fait que d'abord le livre il a été édité en France dans une maison d'édition érotique, de livres érotiques. Donc en fait énorme malentendu initial, mais parce qu'en fait ils pouvaient pas l'éditer apparemment par ailleurs. Et c'est la première édition en fait. La première édition elle est en France, elle est pas aux États-Unis. D'accord. Il n'a pas trouvé d'éditeur. Non, il a d'abord pas trouvé d'éditeur aux États-Unis, ouais. Et ensuite, il y a eu le film un peu plus tard de Kubrick. Oui, moi c'est beaucoup ça l'image que j'ai de Lolita du coup. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, pour les films de Kubrick, ils ont dû, pour des raisons cinématographiques, prendre une actrice de 16 ans. Donc ce qui change le propos du film et en fait un truc moins irregardable, mais en même temps encore plus border, parce qu'en fait, résultat, ça laisse entendre que c'est tolérable comme relation, alors qu'en fait rien ne va quoi. Et d'ailleurs j'y pensais il y a pas longtemps, le fait que, enfin bon c'est un autre sujet, mais genre Call Me By Your Name, je sais pas si t'as vu ce film, avec Timothée Chalamet, je me souviens plus comment s'appelle l'autre, qui se conçoit comme une réécriture de Lolita, mais Timothée Chalamet est un petit peu plus âgé.
il doit avoir, mais il est encore méga jeune, quoi. Et son amant a une trentaine d'années et lui, il en a 19, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, on est toujours dans ce malentendu initial vis-à-vis de Lolita. Et donc, il y a un truc que je trouve hyper gênant dans ce film, bref. Mais donc, et notamment après, dans la campagne de promotion, en tout cas, du film Lolita de Kubrick, ça a été une campagne de promotion sur la dimension transgressive. Ils ont osé faire un film de Lolita. C'était la pub avec l'actrice qui avec une sucette, avec des lunettes en forme de petit cœur. Je vois l'image, ouais. Et donc, il y a une affiche qui est très célèbre et qui a produit, en fait, ce malentendu initial sur le livre, même si, dans le livre, il y a cet enjeu de l'ambiguïté. On en parlait juste avant quand je te racontais le livre du personnage, on va dire, parce que le personnage de Lolita lui-même, il est écrit de façon quand même ambiguë, parce que elle-même, en fait, il y a tout un truc où en fait elle considère que la sexualité c'est un truc, c'est pour elle en fait dans sa psyché, c'est pas un truc d'adulte, c'est un truc d'enfant. Il y a que les enfants qui font ça et tout, donc le personnage il est construit de façon aussi bizarre, on va dire. Puis on a que le point de vue de... Mais on n'a que le point de vue d'Humbert Humbert. C'est pas un truc très important dans le livre en fait, parce que c'est vraiment des pages qui sont assez rapidement balancées. Le grand thème du livre, c'est comment Humbert Humbert se pense brillant, intelligent, et en réalité devient fou et finit par être complètement détruit. Et vu qu'on a juste sa vision à lui, en fait, la fin du livre, c'est une espèce de récit, mais en fait, on est un peu comme dans comment s'appelle ce film avec Johnny Depp et Guillermo del Toro, pas Guillermo del Toro, Benicio del Toro. Tu sais, où ils prennent de la drogue, Las Vegas Parano, une sorte de dissolution de la réalité où en fait tout est mou. Lolita se fait kidnapper, il essaie de retrouver l'homme qui l'a kidnappé, et quand il arrive chez lui, il lui tire sur le gars, mais en fait son pistolet devient tout mou, et le gars lui-même en fait il lui tire 10 fois dessus, et en fait le mec meurt pas. Et donc on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. On passe de finalement Tex Avery à Tex Avery toujours, mais avec un pédophile. Bon, c'est Bah merci, ouais, c'est intéressant. Alors j'ai jamais été très curieux de ce texte-là, mais c'est très différent de l'idée que je m'en faisais, ce style très finalement ouais qui tourne en ridicule son narrateur. Disons qu'involontairement on sent que son narrateur se ridiculise, quoi. Et puis il est vraiment puni à de nombreuses reprises dans le début, parce que chaque entreprise qu'il tente est un échec absolu. À un moment il essaie de noyer sa femme, et puis en fait il se rend compte qu'il y a des gens qui le regardent de loin, alors il fait tout un plan, il se dit mais je suis peut-être, donc ils sont en train de nager. C'est vrai qu'il y a un petit côté Tex Avery, le fait de tenter de façon répétée c'est marrant, ouais. Et finalement elle meurt de façon catastrophique. En fait elle découvre je spoil à fond, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre. Moi je m'en souvenais via le film de Kubrick où ça se passe comme ça. Et le film c'est pas drôle à ce moment-là, parce que vraiment dans le livre j'ai hésité à lire ce passage là, mais il est vraiment très drôle. Je sais plus très bien, mais je sais qu'elle meurt à ce moment-là, sa femme, juste après avoir découvert le... En fait elle découvre la lettre. En fait il écrit son journal et il dit heureusement personne ne pourra lire mon journal car j'écris en tout petit. Et à un moment elle fait et après il rentre chez lui et il la découvre en train de pleurer en faisant mais comment, et il se rend compte qu'il y a le journal et genre elle sait lire les tout petites lettres, merde. Et à ce moment-là elle sort et elle fait non mais et lui explique non mais mon amour t'inquiète pas machin, et elle sort, elle fait non je vais aller prévenir les flics et tout, et elle sort et tu nous reverras jamais Lolita et moi machin, et elle sort, et en fait à ce moment-là elle se fait renverser par une voiture. Et t'as tout le truc il y a toute une scène, en fait c'est 4 pages qui sont vraiment trop drôles, où il y a d'abord les Farlow, donc qui sont des voisins qui sont trop gentils, et la voisine en fait est amoureuse de lui, mais c'est le seul personnage en fait qui est pas ridicule dans le livre. C'est un peu une femme dans son couple elle est visiblement pas top, mais voilà, et elle a l'air très gentille, et elle est amoureuse de Humbert et tout, et lui il est en monologue intérieur dans sa tête, il est horrible avec elle. vraiment c'est et donc elle est là, elle est en mode oh mon pauvre et tout, vous avez perdu votre femme, mais c'est horrible, j'espère que vous allez adopter l'enfant et tout machin, parce qu'en fait elle croit que Lolita c'est son enfant caché à lui, et donc t'as toutes ces pages là qui sont vraiment marrantes. Et après il y a Bill, je crois qu'il s'appelle BEL, qui est le meurtrier involontaire de Charlotte Hayes, et qui arrive, et qui en fait arrive avec un constat de voiture. Il veut dresser le constat pour dire mais c'est pas de ma faute, etc. Et donc il fait un dessin avec des bonshommes bâtons en disant regardez, alors voilà, il y avait votre femme, puis là, et puis alors, il fait les zigzags et tout, il fait vous voyez tac tac, et là bim, bah voilà, et là clac clac, bah, j'ai dû la tuer en fait, mais j'ai pas fait exprès et tout, mais si vous voulez je paierai l'enterrement, et à ce moment-là lui il fait super idée. Et l'autre il est quoi, ce moment-là c'est ça, à ce moment-là il dit Bill parut étonné un instant que j'ai accepté sa proposition. Effectivement.
Et juste après, il rentre chez lui, oh, Lolita. Mon plan a marché. Et à ce moment-là, en plus, il appelle, je sais plus, je crois qu'il appelle les flics ou il appelle quelqu'un. Et en fait, quand il appelle, la machine bug et lui rend la monnaie. Enfin, il lui rend l'argent qu'il a mis. Et donc, il fait genre, il met l'argent et ça fait cling, 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 cling. Et il y a l'argent qui tombe et il fait, oh, et en plus, j'ai gagné $5. Décidément, le destin est de mon côté. Et ça se termine par, et je pleurais. Franchement, la fin de la première partie est très drôle. C'est drôle, effectivement. Ouais. Écoute, très bien. Alors, pour ma part, j'ai fait un choix un peu particulier pour cet épisode. J'aime beaucoup les méchants dans Victor Hugo. Voilà, je trouve que justement ils sont souvent très parfaits, très méchants, d'une méchanceté absolue et magnifique. Et donc j'ai choisi 3 textes de Victor Hugo. En fait, je me suis imposé un truc thématique. Voilà, donc ça va être les méchants chez Victor Hugo. Du coup. Il y a vraiment l'embarras du choix. Pour le coup, il y a vraiment ce côté, les gentils sont toujours un peu les mêmes quand même chez Hugo, très chrétien. Tu vois, on sent qu'ils sont ce côté-là. Voilà, c'est toujours un peu. C'est un peu Monseigneur Myriel varié, voilà. Une myriade de Myriel. Une myriade de Myriel, qui est un petit peu vraiment le gentil, absolument parfait, absolu. Et après, il se différencie chacun en étant pas tout à fait aussi parfait que lui. Mais finalement, ils sont tous participent de cette forme absolue du gentil. Et donc, les méchants sont bien plus intéressants. Et je sens qu'il vraiment, il y a une jouissance dans le fait d'écrire ces méchants. Ah, ok, d'accord. Et j'aime beaucoup cette jouissance où on sent qu'il prend plaisir à examiner toute la noirceur de ses âmes. Et donc, je vais te lire quelques méchants. Ils sont assez différents. Je vais commencer par le méchant dans L'homme qui rit. Est-ce que tu te souviens du nom du méchant? Il a un nom très bizarre. Bien, je suis nul puisque... Alors, figure-toi que je crois que Hugo... J'ai pas lu grand-chose, je crois que j'ai lu juste 93. Ah ouais. Il y a un bon méchant aussi. Il y a un bon méchant. Et des bouts beaucoup de bouts des Misérables. Et puis des trucs du style, je sais pas... puis de la poésie, quoi. Mais sinon, en roman, pas... Si, tu vois, Claude Gueux. Claude Gueux, oui, bon, c'est court, au moins. Donc voilà, le méchant s'appelle Barkilphedro. Voilà, c'est un nom intéressant déjà. Donc l'homme qui rit. Ce méchant, il est tellement méchant et que sa méchanceté se tient à elle-même que j'ai presque pas envie de spécialement de raconter. C'est un livre assez fascinant, L'homme qui rit. Barkilphedro, est-ce que c'est pas l'anagramme de Je suis Voldemort? C'est ça. C'est vrai que c'est tellement des noms bizarres. T'as envie de dire oui, il y a peut-être un anagramme clairement. Ou tu sais, tu peux lire à l'envers, tu vois. Barkilphedro. Oh, c'est moi le grand méchant. Waouh, en fait c'était ça depuis le début. Oh oui, il se révèle méchant de façon assez transparente. Tu vois. Donc je vais lire quelques pages qui décrivent cette âme. Là, c'est vraiment la figure du méchant par méchanceté, quoi. On fera pas plus pur que ça. Maître Enfoiros. C'est ça. Lecture. Barkilphedro est inconnu. Sa faveur resta obscure. Ce nom, Barkilphedro, n'est pas arrivé jusqu'à l'histoire. Toutes les taupes ne sont pas prises par le taupier. Barkilphedro, ancien étudiant clergyman, avait un peu étudié tout. Tout effleuré donne pour résultat rien. Avoir sous le crâne le tonneau des Danaïdes, c'est le malheur de toute une race de savants qu'on peut appeler les stériles. Ce que Barkilphedro avait mis dans son cerveau l'avait laissé vide. L'esprit, comme la nature, a horreur du vide. Dans le vide, la nature met l'amour. L'esprit, souvent, y met la haine. La haine occupe. La haine pour la haine existe. L'art pour l'art est dans la nature plus qu'on ne croit. On est. Il faut bien faire quelque chose. La haine gratuite, mot formidable. Cela veut dire la haine qui est à elle-même son propre paiement. L'ours vit de se lécher la griffe. Indéfiniment, non. Cette griffe, il faut la ravitailler. Il faut mettre quelque chose dessous. Haïr indistinctement est doux et suffit quelque temps, mais il faut finir par avoir un objet. Une animosité diffuse sur la création épuise, comme toute jouissance solitaire. La haine sans objet ressemble au tir sensible. Ce qui intéresse le jeu, c'est un cœur à percer. On ne peut pas haïr uniquement pour l'honneur. Il faut un assaisonnement, un homme, une femme, quelqu'un à détruire. Ce service d'intéresser le jeu, d'offrir un but, de passionner la haine en la fixant, d'amuser le chasseur par la vue de la proie vivante, de faire espérer au guetteur le bouillonnement tiède et fumant du sang qui va couler, d'épanouir l'oiseleur par la crédulité inutilement ailée de l'alouette, d'être une bête couvée à son insu pour le meurtre par un esprit. Ce service exquis et horrible dont n'a pas conscience celui qui le rend, Josiane le rendit à Barkilphedro. La pensée est un projectile. Barkilphedro, dès le premier jour, s'était mis à viser Josiane avec les mauvaises intentions qu'il avait dans l'esprit. Une intention et une escopette, cela se ressemble. Une escopette, c'est une petite arme à feu, j'ai été vérifié. Barkilphedro se tenait en arrêt, dirigeant contre la duchesse toute sa méchanceté secrète.
Cela vous étonne? Que vous a fait l'oiseau à qui vous tirez un coup de fusil? C'est pour le manger, dites-vous. Barkilphedro aussi. Josiane ne pouvait guère être frappée au cœur, l'endroit où est une énigme est difficilement vulnérable, mais elle pouvait être atteinte à la tête, c'est-à-dire à l'orgueil. C'est par là qu'elle se croyait forte et qu'elle était faible. Barkilphedro s'en était rendu compte. Si Josiane avait pu voir clair dans la nuit de Barkilphedro, si elle avait pu distinguer ce qui était embusqué derrière ce sourire, cette fière personne si haut située eût probablement tremblé. Heureusement pour la tranquillité de ses sommeils, elle ignorait absolument ce qu'il y avait dans cet homme. L'inattendu fuse on ne sait d'où. Les profonds dessous de la vie sont redoutables. Il n'y a point de haine petite. La haine est toujours énorme. Elle conserve sa stature dans le plus petit être et reste monstre. Une haine est toute la haine. Un éléphant que est une fourmi est en danger. Même avant d'avoir frappé, Barkilphedro sentait avec joie un commencement de saveur de l'action mauvaise qu'il voulait commettre. Il ne savait encore ce qu'il ferait contre Josiane, mais il était décidé à faire quelque chose. C'était déjà beaucoup qu'un tel parti pris. Anéantir Josiane c'eût été trop de succès, il ne l'espérait point, mais l'humilier, l'amoindrir, la désoler, rougir de larmes de rage ses yeux superbes, voilà une réussite. Il y comptait. Tenace, appliqué, fidèle au tourment d'autrui, inarrachable, la nature ne l'avait pas fait ainsi pour rien. Il entendait bien trouver le défaut de l'armure d'or de Josiane et faire ruisseler le sang de cette Olympienne. Quel bénéfice, insistons-y, y avait-il là pour lui? Un bénéfice énorme, faire du mal à qui nous a fait du bien. Qu'est-ce qu'un envieux? C'est un ingrat. Il déteste la lumière qui l'éclaire et le réchauffe. Faire subir à Josiane ce qu'on appellerait aujourd'hui une vivisection, la voir toute convulsive sur sa table d'anatomie, la disséquer vivante, à loisir, dans une chirurgie quelconque, la déchiqueter en amateur pendant qu'elle hurlerait, ce rêve charmait Barkilphedro. Pour arriver à ce résultat, il eût fallu souffrir un peu qu'il l'eût trouvé bon. On peut se pincer à sa tenaille. Le couteau, en se reployant, vous coupe les doigts, qu'importe. Être un peu pris dans la torture de Josiane lui eût été égal. Le bourreau manieur de fer rouge a sa part de brûlure et n'y prend pas garde, parce que l'autre souffre davantage, on ne sent rien. Voir le supplicié se tordre vous ôte votre douleur. Fais ce qui nuit, advienne que pourra. Lecture. Quel véritable enfoiré, ce Barkilphedro. Alors oui, j'avais oublié de le présenter. En gros, c'est quelqu'un de basse extraction et qui se retrouve au service de Josiane, qui est la sœur de la reine. Enfin bref, il se retrouve parmi des aristocrates et il lui doit tout à cette Josiane et c'est pour ça qu'il l'a évidemment. Et c'est pour ça que c'est encore plus naturel pour lui de la haïr, quoi, de la prendre comme objet. C'est qu'effectivement, il devrait lui être extrêmement redevable. Ah oui, d'accord, c'est vraiment veule. C'est vraiment voilà le méchant absolu d'une haine totalement gratuite. Et Je me suis demandé si parce que Phedro c'est la lumière, je me suis demandé si c'était pas une réécriture, un truc en grec, un jeu de mots sur Lucifer, tu vois. Est-ce que Barkil en grec ça veut pas plus ou moins dire porte, tu vois? Si ça veut dire en gros porte-lumière comme Lucifer veut dire porte-lumière en latin, ce serait très hugolien ça. Ça serait du coup un Satan mais un Lucifer. Un Lucifer en grec. Ça pourrait être, j'avoue que j'ai pas regardé, j'ai retenu ce portrait de Barkilphedro qui est un personnage qui sert essentiellement de méchant et donc il dépeint comme ce méchant absolu. On sent qu'il aime ce genre de personnage au fond. Oui, et puis en général après c'est les méchants les plus détestables, ceux qui sont les plus faibles par rapport, enfin comment dire, ceux qui nuisent alors qu'ils sont plus faibles que les plus puissants qui sont bons. C'est-à-dire ce truc de la fourmi et l'éléphant, donc qui est extrêmement hugolien, c'est une métaphore très hugolienne, mais ce truc de dire qu'un être si petit, même médiocre, peut finalement aussi faire énormément de mal à des gens qui sont puissants et bons. Enfin, c'est vrai que c'est cauchemardesque, quoi. C'est marrant parce qu'en plus, il n'a pas des ambitions de détruire le monde. Il reste relativement médiocre dans sa position. Il va exercer sa haine énorme, mais les effets ne vont pas être non plus si gigantesques que ça. En réalité, il y a une sorte de démesure dans sa haine qui est un petit peu niée par les effets relativement modestes qu'il va avoir derrière. Il y a une adaptation très 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 mauvaise de L'Homme qui rit. J'étais très excité à l'idée qu'on... Avec Gaspard Ulliel, non, c'est ça? Ouais, c'est pas bien. Film extrêmement mauvais et notamment le personnage de Barkilphedro devient gentil dedans, ce qui n'a vraiment, oui, ils ont un peu changé complètement
complètement l'intrigue. Ils ont gardé ce personnage de Barkilphedro. Il y a un personnage. Ils ont essayé de lui faire une backstory un peu qui explique pourquoi il est méchant. Non, il est vraiment gentil. Non, il est juste vraiment gentil. Il essaye de servir Gwynplaine de façon tout à fait sérieuse. C'est un personnage très. Alors que c'est l'antagoniste, quoi. Alors que c'est censé être vraiment un antagoniste. Voilà, t'as vu comme il est décrit. Ça, c'est une réécriture audacieuse. Ah oui, c'est étonnant. C'est hyper étonnant. Un autre méchant qui frappe par sa médiocrité est le méchant de Athalie. Méchant de Athalie. C'est pas Athalie, alors ça serait. Ce n'est pas Athalie. Il y a le grand prêtre, il y a un grand prêtre. Exactement. Alors, ouais. Ça te dit un truc ou pas? J'ai une très vague souvenir. Ah non, si, c'est le grand prêtre de Bâle. Oui, exactement. En fait, c'est le chef de sa petite religion. Le chef de sa secte personnelle qui s'appelle Matan. Donc, le principe d'Athalie, c'est la dernière tragédie de Jean Racine, donc sur laquelle j'ai fait ma thèse. Donc, je suis un fou furieux de cette pièce. Je ne parle que de ça tout le temps. C'est faux. Non, mais néanmoins, dans une édition très moche que j'ai réussi à retrouver chez moi, puisque j'ai laissé à mon bureau la Pléiade sur laquelle j'ai pu travailler. Comme ça, t'as un plus petit livre. Comme ça, j'ai un plus petit livre, mais bon, il y a le texte dedans. Quoi qu'il en soit, alors Matan, c'est un personnage assez spécial dans l'œuvre de Racine, à plusieurs égards. En fait, dans Racine en général, dans les pièces de Racine, il n'y a pas vraiment de méchants purement méchants. Souvent, ils ont des raisons d'être méchants, par exemple. C'est des magnétos. C'est des magnétos. C'est vraiment des magnétos, Serge. Et ils ont tendance par exemple, Hénon dans Phèdre, elle va être méchante, mais en fait, c'est pour pouvoir, en un sens, selon elle, mieux servir Phèdre. Elle conseille à Phèdre de déclarer sa flamme à Hippolyte, mais en fait, elle veut pas forcément du mal. Elle juste, elle faute, on va dire. S'il y a un peu dans Eriphyle, dans Iphigénie, qui est en fait celle qui va essayer de faire mettre Iphigénie au bûcher, qui est particulièrement méchante, où elle veut cramer la princesse. Okay. Et le grand méchant, qui est vraiment juste purement méchant, c'est dans Britannicus. C'est pas Néron, parce que Néron, c'est un méchant il est en train de devenir méchant, et donc c'est un peu tout le truc de Racine dans Britannicus, c'est dire on va peindre quelqu'un qui est en train de devenir fou et méchant. Mais c'est Narcisse, qui est censé être un conseiller de Britannicus, et en fait qui est juste une espèce de fou furieux complètement méchant, qui ressemble beaucoup, dans ma tête en tout cas, dans la zizanie de Astérix et Obélix. Je vois très bien. Okay. Je sais plus comment il s'appelle, Putrificus ou un truc comme ça, Putrifior, enfin voilà, un truc en rapport avec la puanteur, et qui est vraiment une espèce de sournois, et qui à chaque fois arrive derrière Néron et qui fait oui, mais très bien, vous voulez lui faire du mal, l'exiler, mais pourquoi ne pas la découper en morceaux finalement? Ça c'est pas plus propre. Oui, tu as raison, Narcisse, mais je ne peux pas, car mon amour, etc. Et, oui, votre amour, mais pourquoi ne pas les brûler alors, tout simplement? Et après, il va voir Britannicus, il est censé être le conseiller finalement, hein. Et il va le voir et dire oui, alors là, vous voulez faire ça, mais vraiment, sachez en tout cas que je suis votre plus humble serviteur, monsieur. Et après, tu le vois juste entre deux scènes, comploter avec lui tout seul. S'il savait que, décidément. Et quelle est sa motivation? Il est méchant. C'est ça, il est cruel, je sais pas, il a mangé trop d'endives. En tout cas, il est veule et sournois, côte-le. Mais je l'ai pas appris ce texte avec Narcisse, pour la bonne raison qu'il n'a pas vraiment de grand monologue, alors que Matan a un grand monologue, et Matan c'est un méchant particulier, donc c'est, tu l'as dit, le prêtre d'Athalie. L'histoire d'Athalie c'est simple, hein, c'est une reine donc du royaume de Juda, qui fait tuer à peu près toute sa famille pour pouvoir garder le pouvoir et surtout continuer à pouvoir adorer et faire adorer à ses sujets, à ceux qu'ils veulent, son dieu Baal, et non plus le dieu des Juifs. Et de l'autre côté, il se trouve que son petit-fils, en réalité Joas, est encore en vie, et qu'il est caché dans le grand temple donc des Juifs, et élevé en secret par Joad, le grand prêtre. Donc voilà, d'un côté il y a Athalie, la reine, le tyran qui a fait tuer toute sa famille et qui elle a son dieu Baal et son grand prêtre qui s'appelle Matan, et de l'autre côté il y a Joad, le grand prêtre des Juifs, avec Joad et Joas. Joad et Joas, voilà, et pas très pratique quoi. Et Joas qui est même pas son fils, c'est son fils adoptif quoi, voilà. Et la scène que je vais te lire, elle arrive à un moment où Athalie, elle a eu un rêve, il y a sa mère qui lui est apparue en songe, qui lui a dit attention, le cruel dieu des Juifs en a aussi après toi, et fais attention parce qu'il va te tuer sous la forme d'un enfant qui va venir et qui va te poignarder. Et donc à ce moment-là, elle a peur, elle arrive dans le temple, elle voit le gamin en question, et donc elle se dit waouh, il faut faire quelque chose.
Et la scène, c'est quand Matan, le prêtre, rentre dans le temple peu après, donc Athalie est repartie et tout, et là il se fait arrêter par les enfants de Joad qui disent ouais, halte là, qu'est-ce que tu fais là et tout, espèce de traître. Attends une seconde, on va voir si on te laisse rentrer. Et donc Matan, il se trouve que c'est un méchant, mais c'est un confident, le confident d'Athalie, mais il a lui-même un confident. Donc ça veut dire que c'est un peu le côté, le petit diable sur l'épaule d'Athalie, qui lui-même a un petit diable sur son épaule. Et c'est un peu cette petit diableception qui est intéressante et qui permet d'avoir les motivations de Matan, et on va découvrir notamment que ses motivations sont assez nazes en fait. Et en fait il est très médiocre, et c'est ça qui est assez cool je trouve dans ce passage. Donc son confident s'appelle Nabal, et donc il vient de se faire arrêter par les enfants de Joad, et donc il est un peu vénère. Et en plus Nabal commence à s'interroger sur le fait que Athalie elle a pas l'air si volontaire que ça pour assassiner tout le monde en fait. Ce qui devrait être fait. Mais oui, vraiment, voilà, exactement, ce serait la moindre des choses. Et ainsi commence le dialogue, je te propose qu'on le lise à deux. Lecture. Qui peut vous inspirer une haine si forte? Est-ce que de Baal le zèle vous transporte? Pour moi, vous le savez, descendu d'Ismaël, je ne sers ni Baal ni le Dieu d'Israël. Ami, peux-tu penser que d'un zèle frivole, je me laisse aveugler par une vaine idole? Pour un fragile bois que, malgré mon secours, le ver sur son autel consume tous les jours? Né ministre du Dieu quand ce temple on adore, peut-être que Matan le servirait encore si l'amour des grandeurs, la soif de commander, avec son joug étroit pouvait s'accommoder. Qu'est-il besoin, Nabal, qu'à tes yeux je rappelle, de Joad et de moi la fameuse querelle? Quand j'osais contre lui disputer l'encensoir, mes brigues, mes combats, mes pleurs, mon désespoir. Vaincu par lui, j'entrais dans une autre carrière, et mon âme à la cour s'attacha tout entière. J'approchais par degrés de l'oreille des rois, et bientôt en oracle on érigea ma voix. J'étudiais leur cœur, je flattais leurs caprices, je leur semais de fleurs le bord des précipices. Près de leur passion rien ne me fut sacré, de mesure et de poids je changeais à leur gré. Autant que de Joad l'inflexible rudesse de leur superbe oreille offensait la mollesse, autant je les charmais par ma dextérité, dérobant à leurs yeux la triste vérité, prêtant à leur fureur des couleurs favorables, et prodigue surtout du sang des misérables. Enfin, ô Dieu nouveau qu'elle avait introduit, par les mains d'Athalie un temple fut construit. Jérusalem pleura de se voir profané, des enfants de Lévi, la troupe consternée, en poussa vers le ciel des hurlements affreux. Moi seul, donnant l'exemple aux timides Hébreux, déserteurs de leur loi, j'approuvais l'entreprise. Et par là de Baal méritait la prêtrise. Par là je me rendis terrible à mon rival, je ceignis la tiare et marchais son égal. Toutefois, je l'avoue, en ce comble de gloire, du Dieu que j'ai quitté l'importune mémoire, jette encore en mon âme un reste de terreur. Et c'est ce qui redouble et nourrit ma fureur. Heureux, si sur son temple, achevant ma vengeance, je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance. Et parmi le débris, le ravage et les morts, à force d'attentats, perdre tous mes remords. Lecture. Donc en fait, il était né juif et il aurait dû devenir grand prêtre, et puis il s'est fait piquer la place par Joad, et du coup il est super énervé. Il n'a pas pu devenir grand maître Jedi. Il a pu siéger au conseil, mais il n'a pas pu devenir grand maître. Du coup il rejoint les Sith et il veut détruire les Jedi. Il y a quand même un peu cette volonté aussi de se prouver que ce dieu est pas si puissant que ça, en détruisant leur temple, en disant s'il arrive à le détruire, c'est qu'il doit pas être si puissant que ça, ce dieu d'Israël. Exactement. On l'imagine vraiment sur le tas de débris en faisant alors tu fais moi le malin maintenant. Il fait quoi ton dieu, hein? Mais il a trop peur. Mais ce qui est fou, c'est que il a encore trop peur, tu vois. Il y a beaucoup de choses dans ce méchant, je trouve, et le fait que le méchant est lui-même un méchant, je trouve ça, enfin que le méchant du méchant est lui-même un méchant, je trouve ça vraiment assez cool dans la construction. Effectivement. Ah, c'est marrant, j'avais oublié ce détail-là. Son confident, lui, il est de rien du tout. Juste là pour foutre la merde. Voilà, c'est quand même sympa le théâtre classique. J'aime bien. Ouais. Il y a des beaux tu vois, et tu me disais quoi, toi, que Athalie c'était pas du tout une pièce qui t'avait elle m'a moins, ouais, c'est vrai que le côté plus amoureux de Racine dans ces autres pièces me plaît plus. Le côté un peu sec d'Athalie et ou Esther aussi, qui est des pièces très religieuses, très Dieu, tout ça. Il y a quelques, si je me souviens assez bien de la scène Athalie quand Athalie rencontre Joas, Igénon, Eliassin, je sais pas quoi. Ouais, exactement, c'est une scène qui est très belle. Scène, ouais, elle est vraiment très belle. Ouais. C'est une scène un peu de ce qu'on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un qui n'y connaîtrait rien mais qui serait bon aurait finalement le dogme. Et en fait, c'est un peu ce truc-là qui est défendu en fait dans ce petit dialogue-là.
D'accord. Mais en même temps, de l'autre côté, Eliassin, donc, c'est le pseudonyme de Joas, du gamin, où en fait il risque sa peau parce qu'en fait il se fait interroger par Athalie et à tout moment en fait il peut balancer. Alors lui-même lui-même ne sait pas en fait qui il est. Il ne sait pas qu'il est un prince Jedi, mais attends, juste parce qu'il y a un ou deux vers qui sont vraiment jolis. Ouais, je me souviens de ce truc-là où il dit mais je vous verrai invoquer un autre dieu, du coup non, je peux vraiment pas venir. Ouais, c'est ça. Pas hyper tolérant les. Alors, non, mais justement, en fait, c'est tout le truc, c'est que c'est ce qui fait d'ailleurs que la pièce après elle a été critiquée aussi, c'est que Athalie, elle en soi, elle veut pas tuer Joas. Elle dit, à la base elle voulait, mais elle veut plus, elle dit juste, tu viens chez moi, je te montre. Et après, tu fais ce que tu veux. Donc en soi, c'est un peu une sorte de vision après très 18e siècle en fait de la religion, en disant, même actuelle en un sens pour plein de Français, quoi, dire voilà, tu choisis, tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis. Elle est laïque. Elle est laïque, exactement. Même si elle, non, parce qu'en fait, elle, son état, il est, mais en tout cas, il autorise, c'est un état religieux, mais qui autorise les autres religions. Mais pas très loin de la laïcité, ouais. Et en fait, Joas, il dit non, je vais t'égorger. Ok, très bien, en fait. Finalement, c'est ok, fair enough. Et finalement, c'est ce qui se passe. C'est la fin de la pièce. Vraiment, à la fin, il y a révélation, il y a le rideau qui s'ouvre. Et oh mon Dieu, en fait, depuis le début, tu es mon petit-fils. Et à ce moment-là, il y a le grand prêtre qui fait garde, t'es là. Et elle meurt. Et à la fin, mais pas sur scène. Pas sur scène quand même. Et à la fin, il y a le grand prêtre qui dit maintenant, tout le monde saura que les méchants sauront qu'ils ont dans le ciel un juge sévère, que l'innocent aura un vengeur et que l'orphelin aura un père. Et c'est la fin de la pièce. Et les autres se feront égorger. Il fallait pas adorer Baal, les gars, loser. Et Matan, que devient-il du coup? Matan, je crois malheureusement que non, il reste dans son coin en faisant oh non, je fais le mauvais choix. C'est marrant, les méchants un peu médiocres. C'est les meilleurs, je trouve. Vraiment, c'est Geoffrey Baratheon. Tu vois, vraiment, t'es là. En fait, c'est les pires. Ce que en fait, c'est qu'ils ont du pouvoir. Il y a un moment, il avait un peu trop de pouvoir. Ça devenait vraiment insupportable. On était tellement contents qu'il meure. Mais justement, c'est qu'après, c'est le plaisir, c'est le gâteau, la cerise sur le gâteau à la crème, quoi. Vraiment, ce moment où il se fait tuer, où tu te dis libération. Quand j'y pense, j'ai pas mis dans mes textes, mais il y a Bel Ami qui est le récit de l'ascension d'un type absolument médiocre et moralement vraiment nul de tout point de vue. Et c'est absolument pas un récit moral parce qu'en fait ça se termine sur son apothéose. Ouais, bien sûr. C'est juste ça, c'est son ascension. Comment un être absolument médiocre et détestable va réussir sa vie. Ça laisse un goût un petit peu amer du coup cette fin. Moi je l'ai lu sans savoir que ça allait se terminer comme ça et du coup j'étais un petit peu oui en fait ok c'est vraiment ça le thème. Et tu l'as lu quand t'avais quel âge? Je sais plus, adulte j'ai pas lu ado. J'ai eu une période où je lisais beaucoup de trucs du 19e siècle. Parce que je l'avais lu ado et franchement pour les ados au contraire il y a vraiment le truc de c'est génial, en fait il est trop puissant, c'est trop stylé, et vraiment il y a une sorte de... sa seule qualité c'est d'être beau gosse, sinon il est un peu lâche et médiocre. Il est horrible, il est vraiment horrible. C'est dans ce bouquin où il y a toutes ces scènes, c'est à propos d'un duel où il est d'une lâcheté absolue, c'est ridicule. Il y a tout un épisode assez long autour d'un duel qui a lieu, ils sont tous les deux terrorisés, et minables, et il se passe quasi rien, mais puis après c'est raconté dans les journaux et c'est un truc ils ont fait un truc de ouf. Et c'est anti-héroïque au possible quoi, ce bouquin, c'est assez marrant. C'est vrai que le fait que ça se termine mal, que le méchant gagne, le protagoniste. Il n'y a pas de retour de bâton du tout. C'est vraiment sur le triomphe de la médiocrité. Eh bien, je vais continuer pour ma part. Je vais continuer avec un autre méchant de Hugo. Il y en a tellement, mais j'ai choisi un méchant qui a juste une scène dans une pièce qui est pas très connue, qui s'appelle Torquemada. Et c'est pas Torquemada. Torquemada, ce serait vraiment un Magnéto d'ailleurs dans la pièce de Hugo. C'est-à-dire en fait, il veut le bien de l'humanité, il veut sauver l'humanité. Juste pour sauver l'humanité dans la vraie vie, celle qui compte, il faut brûler beaucoup de gens dans ce monde ici. Que de bois pour sauver l'humanité. Voilà, c'est ça. Trop de bois. Et donc non, c'est un méchant qui apparaît dans l'acte 1 et que je trouve il a juste essentiellement une tirade dans cette pièce et je vais lire cette tirade. Alors c'est un autre type de méchant, c'est le méchant parfaitement égoïste, parfaitement athée aussi parce que ça va souvent ensemble chez Hugo, parfaitement jouisseur. Voilà, c'est le méchant par pur égoïsme, vraiment un égoïsme élevé, sublimé quoi. Il faudrait peut-être que je situe un peu le truc. Donc en gros, ça fait suite à une scène où Torquemada rencontre un religieux
célèbre, François de Paule. Ils ont un dialogue entre eux et en gros Torquemada lui dit ce que tu fais est très égoïste parce qu'en fait tu cherches à te sauver toi, à être pur toi, ça et tandis que moi je veux sauver l'humanité. Ouais, c'est moi qui suis vraiment bon. Et donc ils ont un long dialogue autour de ça. Ouais, il dit tu ne sauves que toi, mais les autres vieillards, etc. Et derrière il y a donc un personnage qui est nommé le chasseur quand il arrive et qui visiblement les écoutait et qui va leur faire une tirade que je m'en vais vous lire. Lecture. Je viens de vous entendre avec plaisir. Vous êtes deux idiots. J'étais en bas et je chassais. J'ai planté là les chiens, les pièges, les lacets et j'ai dit « Allons donc là-haut voir ce bonhomme. J'arrive. » Ah, vous m'avez diverti. Mais en somme, vivre, ce serait fort ennuyeux si c'était ce que vous dites. Dieu, s'il existe, il se tait. Certes, en faisant l'homme, a fait un sot chef-d'œuvre. Mais la progression du ver à la couleuvre, du serpent au dragon, du dragon à Satan, c'est beau. Torquemada, je te connais. Va-t'en, retourne dans ton pays. J'ai reçu ta demande, je te l'accorde. Va, fils, ton idée est grande. J'en ris. Rentre en Espagne et fais ce que tu veux. Je donne tous les biens des Juifs à mes neveux. Fils, vous vous demandiez pourquoi l'homme est sur terre. Moi, je vais en 2 mots le dire. À quoi bon taire la vérité? Jouir, c'est vivre. Ami, je vois hors de ce monde rien, et dans ce monde, moi. Chacun voit un mot luire à travers tous les prismes. Toi, c'est prier. Moi, c'est jouir. Torquemada dit à ce moment-là 2 égoïsmes. Le hasard a pétri la cendre avec l'instant. Cet amalgame est l'homme. Or, moi-même n'étant comme vous que matière, je serais stupide d'être hésitant et lourd quand la joie est rapide, de ne point mordre en hâte au plaisir dans la nuit, et de ne pas goûter de tout, puisque tout fuit. Avant tout, être heureux. Je prends à mon service ce qu'on appelle crime et ce qu'on nomme vice. L'inceste, préjugé. Le meurtre, expédient. J'honore le scrupule en le congédiant. Est-ce que vous croyez que si ma fille est belle, je me gênerai moi pour être amoureux d'elle? Ah ça, mais je serais un imbécile. Il faut que j'existe. Allez donc demander au gerfaut, à l'aigle, à l'épervier si cette chair qu'il broie est permise et s'il sait de quel nid sort sa proie. Parce que vous portez un habit noir ou blanc, vous vous croyez forcé d'être inepte et tremblant, et vous baissez les yeux devant cette offre immense du bonheur que vous fait l'univers en démence. Ayons donc de l'esprit, profitons du temps. Rien étant le résultat de la mort, vivons bien. La salle de bal croule et devient catacombe. L'âme du sage arrive en dansant dans la tombe. Servez-moi mon festin. S'il exige aujourd'hui un assaisonnement de poison pour autrui, soit. Qu'importe la mort des autres, j'ai la vie. Je suis une faim vaste, ardente, inassouvie. Mort, je veux t'oublier. Dieu, je veux t'ignorer. Oui, le monde est pour moi le fruit à dévorer. Vivant, je suis en hâte heureux. Mort, je m'échappe. Et François de Paule demande à Torquemada, qu'est-ce que ce bandit? Torquemada répond, mon père, c'est le pape. Lecture. C'est en fait Alexandre VI qui est ce fameux pape, père de César Borgia, qui est vraiment le pape immonde par excellence. Le twist était colossal et inattendu. Ben en fait, on pouvait s'y attendre parce qu'on comprend pas bien pourquoi au début de l'extrait il dit à Torquemada j'ai reçu ta demande, je te l'accorde, etc. Parce qu'en gros Torquemada lui demandait l'autorisation de brûler des gens en Espagne et lui dit ok, éclate-toi, fais-toi plaisir mon gars. Bon, il exagère. Je me suis renseigné notamment sur le fait est-ce qu'il a vraiment couché avec sa fille comme c'est suggéré là. En fait non, c'est plutôt une rumeur, un préjugé. Mais par ailleurs effectivement c'était quand même un sale type de première. Je sais pas à quel point il serait matérialiste comme là il le dépeint, mais en tout cas ouais c'est une figure très récurrente chez Hugo, Alexandre VI comme figure du mal absolu, en particulier sur cette branche, disons, matérialiste, athée et jouisseur et égoïste absolu. Ouais. J'adore ce vers où il dit « Je vois hors de ce monde rien et dans ce monde, moi ». Et je trouve ça une expression assez parfaite. Il y a quand même, je trouve, le moment où il y a Torquemada qui se permet, à mon avis, un peu la voix d'Hugo, quand il dit « Oui, toi, tu as la foi et moi, j'ai mon égoïsme ». Et l'autre, il répond « Oui ». Et Torquemada qui fait « Oui, deux égoïsmes au fond ». La pièce, quand même, est assez dure avec Torquemada.
Torquemada, mais Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux excès et dire non, moi je suis contre les extrêmes. non, Torquemada, il va brûler énormément de gens et même des. D'accord. Mais oui, dans la pièce, Torquemada est vraiment fondamentalement animé par une volonté de sauver l'humanité. Parce qu'elle est présentée comme ça, je sais pas à quel point c'est historique. Après tout, on s'en fiche, c'est une sorte. Oui, bien sûr. Il y a que des archétypes quoi dans chez Hugo. Et là, c'est l'archétype de l'égoïste jouisseur qui ne croit en rien sinon en sa propre existence et qui voilà, qui ne se soucie que de son propre plaisir. Et je trouve qu'il y a une vraie jouissance dans le fait de l'écrire. Il les écrit vachement bien quoi. Alors que c'est tout le contraire de ce que défend Hugo évidemment, qui est quelqu'un de très bon au fond. Ben c'est vrai que il est ennuyeux d'être bon. C'est pour ça il se fait plaisir. On a l'impression d'écrire des méchants. Après humainement, je sais pas. Bon bref. Je sais pas. Oui. Mais disons dans ce qu'il défend, en tout cas dans ce qu'il défend, ouais, exactement, ouais, bien sûr. C'est frappant, je trouve, de voir comment est-ce qu'il construit ses archétypes et de voir comment est-ce que quand c'est bien fait, finalement, il y a une sorte de, c'est ça, comme tu dis, il y a une jouissance à lire cet archétype qui se construit, alors même qu'on pourrait imaginer que c'est vraiment le truc le plus ennuyeux de toute la littérature que d'avoir un personnage d'un seul bloc. Oui. En fait, construire des blocs très bien charpentés. Et notamment un bloc de méchants, c'est ça peut bien rendre. C'est vrai que bon, en plus lui, enfin, il a une façon d'écrire. On a l'impression qu'il faudrait souvent qu'il fasse plus court, qu'il aille plus vite à l'essentiel. Mais c'est vrai, il y a tellement de richesse. Il trouve toujours des nouvelles façons de reformuler les choses qui sont bien et on sent qu'il n'arrive pas. En plus là, c'est tiré de ce recueil qui s'appelle Théâtre en liberté, qui en fait c'est pas fait pour le théâtre, c'est vraiment fait pour être lu. D'accord, ok. C'est des pièces qu'il écrivait en exil. Sur un divan. Oui, ça me dit quelque chose, ça. C'était toute l'idée de Musset, je crois, avec Lorenzaccio. D'accord. C'était pas pensé pour la scène. Bah non, parce que c'est des pièces où il y a 50 acteurs, un peu comme Cyrano. Mais sauf que, alors Cyrano c'est différent, parce que voilà, mais c'est les pièces réputées injouables. Je crois que c'est la tête sur un divan ou dans un fauteuil. Bah, c'est du théâtre à lire, quoi. Et ça n'a aucun sens financièrement, en fait, pour une troupe de mettre en scène ça. D'autant plus, étant donné les décors, etc. Il y a un moment où ils sont sur l'eau. Voilà. Ouais. Mais évidemment, ça a eu un tel succès que très rapidement ça devient une pièce particulièrement jouée et puis Cyrano par exemple, elle est aussi réputée injouable à certains égards parce que il y a beaucoup trop de personnages quoi, et puis il y a le rôle de Cyrano qui est complètement obèse au milieu, donc faut quand même qu'un acteur se tape d'apprendre la totalité du rôle. Je crois que je l'ai vu à la Comédie Française qui était adapté entièrement 100%, il me semble. Ouais, après Cyrano c'est pas tant coupé que ça parce que en fait en soi c'est pas si long. C'est juste que faut que la compagnie elle ait un peu des budgets, ou alors qu'on soit malin, et il y a certains rôles par exemple en général qui sont soudés, bon bref après c'est des détails, mais non, ce qui est injouable en général, et d'ailleurs qui est pas pensé si j'ai bien compris pour être joué d'un seul en entier, c'est une partie de Shakespeare, de l'œuvre de Shakespeare. Ah oui. Où Roméo et Juliette par exemple, le début en général il est complètement coupé. C'est la première intrigue amoureuse de Roméo, c'est il pensait qu'il en a parlé dans un, ouais exactement, et Rosaline qui en parle dans une de ses vidéos récentes de l'année dernière qui est intéressante. Où dans Hamlet il y a Rosencrantz et Guildenstern, et d'ailleurs qui a donné lieu à un bouquin qui s'appelle Où sont passés Rosencrantz et Guildenstern, qui sont deux personnages au milieu de Hamlet qui en fait sautent à chaque fois. En fait c'est que c'est des pièces, si on les joue en entier c'est 3-4 heures quoi. Donc un peu compliqué, et ça arrive mais c'est rare, et donc il y a vraiment une tradition de couper certains passages pour les jouer quoi. Là c'est pas spécialement injouable, c'est plus que il se donne plus du tout de contraintes de voilà, s'il a envie de faire un énorme monologue au milieu. Enfin, déjà dans le théâtre d'Hugo, ça peut être, c'est pas spécialement peut y avoir des bons gros morceaux, mais là encore plus, j'ai l'impression, dans le Théâtre en liberté, parce que vraiment c'était pensé pour juste être lu, et il avait plus de soucis d'être joué. Ouais, d'accord. C'est marrant d'appeler ça du théâtre finalement. Oui, parce que ça, pour lui c'est le même exercice en un sens. Enfin, ça s'en rapproche, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même finalité. Il y en a peut-être là-dedans qui ont été adaptées. Elles sont assez marrantes, hein. Il y en a de toutes sortes. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, le théâtre chez Hugo, mais moi j'aime quand même un peu tout chez Hugo. Je trouve qu'il y a toujours des bonnes choses. Mais tout le monde me le vante, J'ai une amie qui a fait sa thèse sur Hugo, donc si t'avais pas déjà lu 93, en vrai 93 c'est genre le truc que le plus facile je pense à lire, mais tu l'as déjà lu. Et ouais, c'est vraiment un truc que je peux même lire, je pense à dos, je crois que je l'ai lu assez tôt. Moi. Mais c'est excessif de ouf. Il y a vraiment des moments où j'étais mort de rire. Hein. Vraiment quand tout au début ils sont dans un bateau et il y a un canon qui se libère de sa chaîne. Il y a un truc génial, c'est que tu dis OK, il y a un canon qui se libère de sa chaîne. Bon, on va pas en faire tout un plat. En fait non, ça devient monstrueux. Ouais, et effectivement ça va couler
couler le navire au final, et surtout tout le monde, et surtout ça va tuer tout le monde parce qu'en fait le canon il roule partout, etc. Donc tout le monde se fait écraser. Et en fait, c'est le moment où ils se rendent compte, en fait, on va tous mourir à cause d'un canon qui a été. Ouais, il y a quelqu'un qui a oublié d'attacher un canon et tout le monde va mourir. Et à ce moment-là, il y a un type qui arrive et qui dit je vais y arriver. C'est la personne qui avait oublié d'attacher le canon et qui a mis tout le monde en danger, qui va risquer sa vie de façon complètement insensée, va réussir à attacher le canon et sauver tout le monde. Et du coup, le grand méchant, j'ai oublié son nom, qui a un nom en hack, qui va, on sait pas ce qu'il va faire parce que la discipline voudrait qu'il le tue. Et donc, il le fait amener devant tous les autres, il le décore. Et puis il le tue. Ah là là. C'est génial. C'est génial. Ça fait très anecdote militaire. Il y a vraiment, il y a un moment où il y a cette métaphore où il dit c'était la montagne contre la fourmi, le géant contre le pygmée. Et vraiment, ce moment où il dit le géant contre le pygmée, mais déjà la montagne contre la fourmi, on voit pas. C'était suffisant, ouais, peut-être. C'était déjà excessif. On avait déjà perdu. Et vraiment le moment le géant contre le pygmée. Quoi? Mais il est pas dans la subtilité, la retenue, quoi. C'est sûr, c'est pas ces qualités-là que je retiens. C'est pas son registre. Exactement. Mais il n'empêche que j'adore. Peut-être les travailleurs de la mer aussi. Il y a un côté, c'est moins axé social. Il y a tout un passage où c'est essentiellement le combat d'un type qui est tout seul sur une espèce d'îlot contre une énorme tempête. C'est très long, ça décrit juste ça et je trouve ça assez magnifique. Mais pour le coup, ça touche à des trucs qui sont un peu sublimes. Là, tu m'autoriseras des choses un petit peu grandioses si tu veux. Quand un homme tout seul au milieu de la mer combat une tempête, voilà, on a le droit d'être un peu excessif. C'est vrai, c'est un peu comme les Trumpistes qui tirent contre les tornades. Voilà, ils essayent juste d'y survivre. Ils essayent pas de la combattre, ils essayent juste d'y survivre. et non, franchement, ces pages-là, tout ce long passage, je le trouve vraiment très beau. Où tout le début de l'homme qui rit, qui est très simple, c'est juste Gwynplaine qui marche dans la neige et c'est très beau. Donc voilà, bref. Un autre méchant que je t'offre. Une méchante, en l'occurrence. Il s'agit d'Isabeau, qui est un personnage d'une nouvelle, un personnage donc historique, mais qui est repris dans une nouvelle des Contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam. Villiers de l'Isle-Adam, c'est un esthète de la fin du 19e siècle qui sévissait à Paris. Il était de tous les troquets, il montait sur les tables, il était apparemment très beau et surtout très bien habillé, un véritable dandy qui buvait son brandy et qui brandissait ses verres à tous à la cantonade et là, il hurlait ivre et donc c'était une personnalité apparemment détonnante et donc il a écrit notamment des contes cruels qui sont des petites nouvelles, aujourd'hui on dirait presque poèmes en prose, qui à chaque fois donc sont caractérisés par leur dimension cruelle, donc comme leur titre l'indique. Et celle d'aujourd'hui donc que j'aimerais te lire, tu vas l'entendre, une histoire absolument atroce d'un amant qui se réveille avec Isabeau entre ses bras. Et Isabeau, il se trouve que c'est la femme du roi et que ce matin-là, elle n'est pas d'humeur à laisser son amant en vie. D'accord. Ça nous arrive tous. Lecture. La reine Isabeau. Vers 1404, je ne remonte si haut que pour ne pas choquer mes contemporains, Isabeau, femme du roi Charles VI, régente de France, habitait, à Paris, l'ancien hôtel Montagu, sorte de palais plus connu sous le nom de l'hôtel Barbette. Là se projetaient les fameuses parties de joutes au flambeau sur la scène. C'étaient des nuits de galas, de concerts, des festins enchantés, tant par la beauté des femmes et des jeunes seigneurs que par le luxe inouï que la cour y déployait. La reine venait d'innover ses robes à la gore, où l'on entrevoyait le sein à travers un lacis de rubans agrémentés de pierreries, et ses coiffures qui nécessitèrent d'exhausser de plusieurs coudées le cintre des portes féodales. Dans la journée, le rendez-vous des courtisans, qui se trouvait proche du Louvre, était la grande salle et la terrasse d'oranger de l'argentier du roi, Messire Escabala. On y jouait sur table chaude et, parfois, les cornets de passe-10 roulaient des dés sur des enjeux capables d'affamer des provinces. On gaspillait quelque peu les lourds trésors amassés si péniblement par l'économe Charles V. Si les finances diminuaient, l'on augmentait les dîmes, tailles, corvées, aides, subsides, séquestres, maltotes et gabelles jusqu'à merci. La joie était dans tous les cœurs. On s'essayait gauchement au premier jeu de cartes importé depuis quelques jours par Odette de Champ d'Hiver. Des paris de toute nature étaient tenus. On buvait là des vins provenus des meilleurs coteaux du duché de Bourgogne. On discutait mode et armerie. Souvent, l'on chantait des couplets dissolus. La fille de ce riche homme, Bérénice Escabala, était une aimable enfant, des plus jolies. Son sourire virginal attirait l'essaim fort étincelant des gentilshommes. Il était de notoriété que la grâce de son accueil était indistincte pour tous. Un jour,
Il advint qu'un jeune seigneur, le vidame de Maulx, qui était alors le favori d'Isabeau, s'avisa d'engager sa parole, après boire, certes, qu'il triompherait de l'inflexible innocence de la fille de ce maître Escabala. Bref, qu'elle serait à lui dans un délai rapproché. Ceci fut lancé au milieu d'un groupe de courtisans. Autour d'eux bruissaient les rires et les refrains de l'époque, mais le tapage ne couvrit pas la phrase imprudente du jeune homme. La gageure, acceptée au choc des coupes, parvint aux oreilles de Louis d'Orléans. Louis d'Orléans, beau-frère de la reine, avait été distingué par elle, dès les premiers temps de la régence, d'un attachement passionné. C'était un prince brillant et frivole, mais des plus sinistres. Il y avait, entre Isabeau de Bavière et lui, certaines parités de nature qui font ressembler leur adultère à un inceste. En dehors des regains capricieux d'une tendresse fanée, il sut toujours se conserver dans le cœur de la reine une sorte d'affection bâtarde qui tenait plutôt du pacte que de la sympathie. Le duc surveillait les favoris de sa belle-sœur. Lorsque l'intimité des amants semble devenir menaçante pour l'influence qu'il tenait à garder sur la reine, il était peu scrupuleux sur les moyens d'amener entre eux une rupture presque toujours tragique. L'un de ces moyens fut-il même la délation. Le propos en question fut donc rapporté par ses soins à la royale amie du vidame de Maulx. Isabeau sourit, plaisanta cette parole et sembla n'y point donner plus d'attention. La reine avait ses mires, qui lui vendaient les secrets de l'Orient propres à exaspérer le feu des désirs conçus pour elle. Cléopâtre Nouvelle, c'était une grande épuisée, plutôt faite pour présider des cours d'amour au fond d'un manoir ou donner des modes à une province que pour songer à libérer de l'anglais le sol du pays. En cette occasion, cependant, elle ne consulta aucun de ses mires, pas même Arnaud Guilhem, son alchimiste. Une nuit, à quelque temps de là, le sire de Maulx était auprès de la reine, à l'hôtel Barbette. L'heure était avancée, la fatigue du plaisir ensommeillait les deux amants. Tout à coup, Monsieur de Maulx crut entendre dans Paris des sons de cloche agités à coups isolés et lugubres. Il se dressa. « Qu'est-ce que cela » demanda-t-il. « Rien. Laisse, répondit Isabeau, enjouée et sans rouvrir les yeux. Rien, ma belle reine? N'est-ce pas le tocsin? Oui, peut-être. Eh bien, ami, le feu a pris à quelque hôtel? J'y rêvais, justement, dit Isabeau. Un sourire de perles entr'ouvrit les lèvres de la belle dormeuse. Même dans mon rêve, continua-t-elle, c'est toi qui l'avais allumé. Je te voyais jeter un flambeau dans les réserves d'huile et de fourrage, mignon. Moi? Oui. Elle traînait les syllabes, languissamment. Tu brûlais le logis de messire Escabala, mon argentier, tu sais bien, pour gagner ton pari de l'autre jour. Le sire de Maulx rouvrit les yeux à demi, pris d'une vague inquiétude. Quel pari? N'êtes-vous pas endormi encore, mon bel ange? Mais ton pari d'être l'amant de sa fille, la petite Bérénice qui a de si beaux yeux. Oh, quelle bonne et jolie enfant, n'est-ce pas? Que dites-vous, ma chère Isabeau? Ne m'avez-vous point comprise, monseigneur? Je rêvais, vous disais-je, que vous aviez mis le feu à la demeure de mon argentier pour enlever sa fille pendant l'incendie et en faire votre maîtresse, afin de gagner votre pari. Le vidame regarda autour de lui, en silence. Les lueurs d'un sinistre lointain éclairaient en effet les vitraux de la chambre, des reflets de pourpre faisaient saigner les hermines du lit royal, les fleurs de lys des écussons et celles qui achevaient de vivre dans les vases d'émail rougeoyaient. Et rouges aussi étaient les deux coupes sur une crédence chargée de vin et de fruits. « Ah, je me souviens, dit à mi-voix le jeune homme. C'est vrai, je voulais attirer les regards des courtisans sur cette petite pour les détourner de notre joie. Mais voyez donc, Isabeau, c'est réellement un grand incendie, et les flamboiements s'élèvent du côté du Louvre. » À ces paroles, la reine s'accouda, considéra très fixement et sans parler le vidame de Maulx, secoua la tête, puis, indolente et rieuse, appuya sur les lèvres du jeune homme un long baiser. « Tu diras ces mêmes choses à maître Capeluche lorsque tu seras roué par lui, en place de grève ces jours-ci. Vous êtes un vilain incendiaire, mon amour. » Et, comme les parfums qui sortaient de son corps oriental étourdissaient et brûlaient les sens jusqu'à ôter la force de penser, elle se pressa contre lui. Le tocsin continuait. On distinguait dans le lointain les cris de la foule. Il répondit en plaisantant. « Encore faudrait-il prouver le crime ?» Et il rendit le baiser. « Le prouver, méchant ? Sans doute. Pourrais-tu prouver le nombre des baisers que tu as reçus de moi? Autant vouloir compter les papillons qui s'envolent dans un soir d'été. » Il contemplait cette maîtresse ardente et si pâle, qui venait de lui prodiguer les délices et les abandons des plus merveilleuses voluptés. Il lui prit la main. « D'ailleurs, ce sera bien facile, » continua la jeune femme. « Qui donc avait intérêt à profiter d'un incendie pour enlever la fille de messire Escabala? Toi seul. Ta parole est engagée dans le pari. Et puisque tu ne pourrais jamais dire où tu étais lorsque le feu a pris, tu vois,
C'est bien suffisant au Châtelet comme élément de procès criminel. On instruit d'abord, et puis... Elle bâilla doucement. La torture fait le reste. Je ne pourrais pas dire où j'étais ? Demanda M. de Maulle. Sans doute, puisque du vivant du roi Charles VI, vous étiez à cette heure-là dans les bras de la reine de France, enfant que vous êtes. La mort se dressait, en effet, et horrible, des deux côtés de l'accusation. C'est juste, dit le sire de Maulle sous le charme du doux regard de son ami. Il s'enivrait d'envelopper d'un bras cette jeune taille ployée en la chevelure tiède, rousse comme de l'or brûlé. Ce sont là des rêves, dit-il. Oh, ma belle vie. Ils avaient fait de la musique dans la soirée, sa citole était jetée sur un coussin. Une corde se cassa toute seule. « Endors-toi, mon ange, tu as sommeil ?» dit Isabeau, en attirant avec mollesse sur son sein le front du jeune homme. Le bruit de l'instrument l'avait fait tressaillir. Les amoureux ont des superstitions. Le lendemain, le vidame de Maulle fut arrêté et jeté dans un cachot du Grand Châtelet. Le procès commença d'après l'inculpation prédite. Les choses se passèrent exactement comme le lui avait annoncé l'auguste enchanteresse, dont la beauté était si forte qu'elle devait survivre à ses amours. Il fut impossible au vidame de Maulle de trouver ce qu'en termes de justice on appelle un alibi. La condamnation à la roue fut prononcée, après la question préalable, ordinaire et extraordinaire, durant les interrogats. La peine des incendiaires, le voile noir, etc., rien ne fut omis. Seulement, un incident étrange se produisit au Grand Châtelet. L'avocat du jeune homme l'avait pris en affection profonde, celui-ci lui avait tout avoué. Devant l'innocence de M. de Maulle, le défenseur se rendit coupable d'une action héroïque. La veille de l'exécution, il vint dans le cachot du condamné et le fit évader à la faveur de sa robe. Bref, il se substitua. Fut-il le plus noble cœur ? Fut-il un ambitieux jouant une partie terrible qui le sera jamais ? Encore tout brisé et brûlé par la torture, le vidame de Maulle passa la frontière et mourut dans l'exil, mais l'avocat fut gardé à sa place. La belle amie du vidame de Maulle, en apprenant l'évasion du jeune homme, en éprouva seulement une excessive contrariété. Elle ne voulut pas reconnaître le défenseur de son ami. Afin que le nom de M. de Maulle fût effacé de la liste des vivants, elle ordonna l'exécution quand même de la sentence, de sorte que l'avocat fut roué en place de grève, au lieu et place du sire de Maulle. Priez pour eux. Lecture. Mais quelle connasse. Ok, effectivement, t'as trouvé une belle connasse, quoi. Voilà. Une vraie méchante, une vraie méchante. Effectivement, c'est cruel. Et puis, j'aime beaucoup la façon dont elle révèle sa cruauté. Amenée mielleuse et très, avec beaucoup de délicatesse, finalement. Un vrai savoir-faire. Avec aussi tout le drame de la corde qui casse, lui qui a peur, et puis finalement, il a confiance. Et puis, on sent vraiment, je trouve, le fait que lui, c'est un débile, quoi. De tous les côtés, de toute façon, déjà, couché avec la reine, puis en plus... Oui, c'était pas une très bonne idée, vraiment. Il a mené une vie dangereuse, quoi. Il y a beaucoup trop de chance, d'ailleurs, hein, parce que finalement, il se fait évader. C'est que cette péripétie de l'avocat qui se substitue. Je m'en souvenais plus. Mais je trouvais que c'était le petit... Peut-être il est extrêmement beau, je ne sais pas, on peut pas lui résister, il doit avoir... Ah oui, le vidame de Maulle. Oui, bah, ouais, c'est ça, exactement. Quand même, pour que... Je le ferai pas, personnellement, même si j'étais son avocat. Voilà. Non, peut-être qu'il était touché par la bêtise de la jeunesse, en se disant, moi, je suis plus âgé, c'est bon, j'ai vécu ma vie, et puis, normalement, je vais être épargné quand ils vont voir que... Quand j'ai enlevé ma capuche, ah, ce n'est pas moi. Si, c'est lui. Très curieux quand même de te faire exécuter quand même, d'une façon ou d'une autre, c'est quand même... Ouais, mais il serait peut-être fait exécuter et pas roué, torturé, parce que là, il se prend quand même... être roué, c'est quand même le... En matière de torture, ouais, ça fait mal. Ils étaient bons à l'époque, ouais, ils étaient motivés, ils avaient des idées. Et ben ouais, un méchant, bien méchant, qui utilise la justice comme instrument de sa méchanceté. Et tiens, ça fait un lien avec mon dernier texte. Je vais revenir sur un méchant relativement classique que tout le monde connaît. Dans Les Misérables, il y a un certain nombre de méchants. Peut-être les plus méchants, c'est les Thénardier, qui sont vraiment méprisables. Une médiocrité absolue et c'est l'archétype de la médiocrité, quoi. Mais j'aime bien Javert comme méchant, qui est un méchant... C'est pas vraiment un syndrome Magnéto parce que il agit pas au nom du bien, mais il agit au nom de la vertu, de l'honnêteté, du respect des lois. En gros, on a eu le méchant par méchanceté, le méchant par égoïsme, et là, c'est le méchant par honnêteté, par excès d'honnêteté, par fascination de la loi. Et je trouve que c'est une forme de méchanceté intéressante aussi. Dangereuse. Et dangereuse. Il y a ce côté l'aveugle, la loi est aveugle et donc il sort de l'humanité complètement. Il est un instrument de la loi et se donne entièrement à ça et pareil, enfin
comme d'habitude, les potards sont à fond. Vois-tu les potards? Et voilà, ça va jusqu'à 10, je les mets à 12. C'est ça. Je vais en mettre 3. Donc, c'est tiré de Misérables, tome 1, dans la partie Fantine, et je ne sais pas le nom du chapitre. Enfin bref, c'est la description de Javert. Lecture. La face humaine de Javert consistait en un nez camard avec 2 profondes narines vers lesquelles montaient sur ses 2 joues d'énormes favoris. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces 2 forêts et ces 2 cavernes. Quand Javert riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents, mais ses gencives, et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage comme sur un mufle de bête fauve. Javert sérieux était un dogue. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoires. Les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils, entre les 2 yeux, un froncement central permanent comme une étoile de colère. Le regard obscur, la bouche pincée et redoutable, l'air du commandement féroce. Cet homme était composé de 2 sentiments très simples et relativement très bons, mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer. Le respect de l'autorité, la haine de la rébellion. Et à ses yeux, le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le Premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. D'une part, il disait « Le fonctionnaire ne peut se tromper, le magistrat n'a jamais tort ». D'autre part, il disait « Ceux-ci sont irrémédiablement perdus, rien de bon n'en peut sortir ». Il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la loi humaine je ne sais quel pouvoir de faire ou, si l'on veut, de constater des damnés et qui mettent un styx au bas de la société. Il était stoïque, sérieux, austère. Rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille, cela était froid et cela perçait. Toute sa vie tenait dans ces 2 mots, veiller et surveiller. Il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde. Il avait la conscience de son utilité, la religion de ses fonctions. Et il était espion comme on est prêtre. Malheur à qui tombait sous sa main. Il eût arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de ban. Et il l'eût fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu. Avec cela, une vie de privation, l'isolement, l'abnégation, la chasteté. Jamais une distraction. C'était le devoir implacable, la police comprise comme les Spartiates comprenaient Sparte, un guet impitoyable, une honnêteté farouche, un mouchard marmoréen, Brutus dans Vidocq. Il n'avait aucun vice, nous l'avons dit. Quand il était content de lui, il s'accordait une prise de tabac. Il tenait à l'humanité par là. Lecture. Je trouve ça rigolo comme petit détail. Finalement, il est un peu humain sous quel aspect, parce qu'il s'autorise de temps en temps une prise de tabac. Voilà, c'est son unique petit, très léger défaut. C'est pour ça qu'on l'appelle le foufou d'ailleurs, le déglingo. C'est comme ça. C'est ça, oui. Non, je suis humain, la preuve. J'ai des défauts. J'ai des défauts. Donc voilà, Javert, la loi incarnée, le dog, le chien de chasse. À nouveau, ouais, c'est un personnage extrêmement monolithique, mais il en tire quelque chose d'intéressant, ce côté. Effectivement, il a une dimension. Le faire du respect des lois une sorte de religion absolue. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas un Magnéto, parce qu'il n'a pas même pas cette vision que c'est pour servir l'humanité. On a l'impression que c'est beaucoup plus simple et instinctif que ça. C'est la loi, c'est la loi. C'est littéralement, comment ça s'appelle, Judge Dredd. I'm the law. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il fait ça pour la loi et... Je ne sais pas quelles étaient les motivations de Judge Dredd dans le fameux film. Il n'y a pas de... sa seule obsession, c'est la loi et autour rien ne compte. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, quand on le voit dans son physique, on a l'impression que ça va être un policier plutôt, on va dire, justement, Judge Dredd qui va tout péter, etc. Et en fait, il se révèle que ouais, c'est un mouchard, un espion, donc quelqu'un qui doit plutôt filouter, qui est plutôt un regard
C'est plutôt un regard qu'une... Alors effectivement, il infiltre notamment les barricades. C'est un peu dans la dernière partie du roman où effectivement il joue un rôle de mouchard. Sinon, il est plutôt policier au sens classique du terme. Et surtout, en fait, il va être important parce qu'il se souvient. Il a vu Jean Valjean. Il a vu Jean Valjean qui était musclé et qui a soulevé tout de suite. C'est la force de Jean Valjean. La seule personne qui peut faire ça, je connaissais un bagnard qui était capable de ça, et c'était Jean Valjean. Et il a cette haine tenace pour Jean Valjean, alors que Jean Valjean est devenu la personne la plus adorable du monde. Mais je sais pas si on peut dire qu'il le hait, mais il le poursuit de fait parce que c'est sa fonction, parce que un jour Jean Valjean a violé la loi, il s'est évadé du bagne et donc sa place est au bagne, c'est tout. Il n'y a pas de rémission possible dans son esprit, c'est absolu. Et il va péter un câble en fait parce que je vais spoiler un petit peu Les Misérables, mais on a le droit de spoiler Les Misérables quand même. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut encore spoiler Les Misérables? Et donc en fait Jean Valjean va lui sauver la vie. Il s'est fait choper en tant que mouchard justement dans les barricades et les émeutiers veulent l'assassiner, enfin le tuer, l'exécuter. Et Jean Valjean va le sauver, il le sort de là et même il se rend à lui, je crois. Et donc Javert va finalement laisser partir Jean Valjean. Il va péter un câble et il va laisser un testament très bizarre où il donne plein de conseils pour la police, pour améliorer l'efficacité des services de police, et puis il se jette dans la Seine. Est-ce que c'est pas une façon pour Victor Hugo pour quand même donner des petits conseils? Peut-être des bons conseils, je ne sais pas. Pour améliorer les services de la police. Et puis, si un jour votre mari vous trompe, ne soyez pas trop dur avec lui. Signé Javert. Ouais, peut-être. Je crois que le chapitre s'appelle Javert déraille. Ah oui, d'accord. Ça l'a fait. Il a pété un câble. C'est pas possible. Il y a une contradiction dans mon système. Un ancien bagnard ne peut pas faire ça. Donc. Mais c'est étant dit, c'est un personnage très intéressant, je dirais, dans un récit, parce que c'est dire que le héros est toujours poursuivi. C'est-à-dire que lui il mène ses actions, il y a le récit qui se déroule, et en plus on rajoute une course-poursuite. Oui, pendant tout le long, il y a une sorte de filon, il y a une le rattrape, toujours cette menace planante de ce chien qui ne le lâchera jamais, quoi. L'œil de Sauron. C'est un peu ça, qui le cherche en permanence. Quelque chose te cherche. Franchement, c'est un peu terrifiant quand même. C'est un peu, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est un peu ça, c'est l'œil de la justice, où que tu ailles, de toute façon. Dans la conscience, c'est plus la conscience morale. Là, clairement, il y a rien de moral là-dedans, c'est un pur. Oui, mais il en a fait un pur effet dramatique, quoi. Parce que dans le poème, c'est la conscience morale, mais c'est aussi dramatique dans le sens où ça tend en fait le poème, et on est là, c'est pas possible. Est-ce qu'il va le lâcher à un seul moment en fait? Et non, l'œil est toujours là, etc. Et on retrouve, en tout cas quand tu le racontes et quand on le voit dans l'extrait, il y a vraiment ça, ce truc de ça ne te lâchera jamais, et il y a un côté tragique, fou, quoi. Ouais, c'est une sorte de fatalité qui le poursuit comme ça pendant tout le roman, et dont il arrive à s'échapper seulement quand il cesse de fuir en fait, quand il se rend à lui, après l'avoir sauvé. C'est comme ça qu'il arrive à s'en libérer de ce chien. Voilà, c'était mon dernier méchant. Et merci beaucoup pour ces 3 méchants, 6 méchants en tout, beaucoup de méchants, beaucoup de méchanceté finalement, beaucoup de méchanceté, un peu de Magnéto, et puis beaucoup de méchants finalement sans aucune. C'est ça, les méchants un peu gratuits, juste l'enfoiré. Et une méchante. On a eu 5 méchants et une méchante. 5 méchants et une méchante, ça fait toujours plaisir. La prochaine fois, de quoi allons-nous parler? Eh bien, figure-toi que la prochaine fois, je t'ai proposé que nous parlions de l'amour bête. L'amour bête. L'amour bête après la mort fertile et les vrais méchants. Et comment commencer? J'espère que ça vous plaît, tout ça. Nous, ça nous plaît beaucoup. Bah ouais, on s'amuse bien, et j'aime bien choisir les textes. Ouais, c'est trop bien, choisir les textes, les lire, les redécouvrir aussi, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des textes, j'ai l'impression pour toi aussi, qui nous ont marqué un moment de notre vie. Dont je me ressouviens. Et ouais, c'est ça, où on se dit, tiens, c'était plus court, plus long dans mon esprit. Ah, mais c'est horrible, là, pour moi, c'était pas aussi horrible que ça, etc. Ah ouais, c'est intéressant. Eh bien, à la prochaine fois, du coup. Ouais, la prochaine. Salut. À la prochaine, et à la prochaine. C'était Lecture, un podcast de Thibaut Giraud et Nicolas Requeda. Abonnez-vous pour ne rien manquer et suivez l'émission sur Instagram @podcastlecture. Merci pour votre écoute et à bientôt.